Je m'appelle Travis Greer. Et le jour où j'ai reçu l'appel, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. C'était un de ces jours où la pluie semblait vouloir me venger, s'infiltrant dans les bords de mon costume, transformant le monde extérieur en une tache grise. J'étais debout au bout de la table de conférence, en train de présenter le projet d'un gratte-ciel qui ferait connaître mon entreprise. Le genre de travail qui fait des carrières. Ma voix était posée, chaque mot répété. Puis mon téléphone a vibré une fois, deux, trois fois. Une vibration insistante dans ma poche que j'ai essayé d'ignorer, mais c'était le nom de ma mère qui s'affichait à l'écran. Elle n'appelait jamais pendant les heures de travail. Jamais. Je me souviens de l'impression que son nom avait, comme s'il était écrit dans une autre langue, un avertissement que je ne pouvais pas traduire. Je sentais le regard des clients posé sur moi, attentif, poli, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai balbutié quelque chose à propos d'une urgence familiale, laissé mon ordinateur portable ouvert sur la table et me suis réfugié dans le couloir. Ma main tremblait quand je la rappelais. La ligne crépitait comme un feu de camp mourant. Travis, sa voix était rauque, comme si elle avait frotté contre quelque chose de déchiqueté. C'est Blake. Il y a eu un accident sur le mont René. Mon frère jumeau. Mon jumeau téméraire, intrépide, plus grand que nature. J'ai senti un poids s'abattre sur ma poitrine. 450 kilos d'incrédulité. Comment ça, accident? Ai-je demandé, mais elle s'est contentée de sangloter. Ils ont dit qu'il était tombé dans un ravin. Des corps mutilés. Seulement sa montre, sa carte d'identité, son sac. Ces mots se brisaient comme du papier mouillé, et j'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille comme pour forcer sa voix à avoir un sens. Mon esprit s'est accroché au mot mutilé et a refusé de le lâcher. J'ai essayé d'imaginer Blake, le même homme qui avait sauté du toit de notre maison d'enfance dans un banc de neige, qui avait toujours été celui qui grimpait plus haut, courait plus vite, osait plus, mutilé. Ma vision était floue. Le couloir semblait pencher. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, devant quelqu'un. Peut-être un collègue m'a-t-il touché le bras. Leur voix était un écho étouffé. Travis, ça va? Je crois avoir hoché la tête. Je crois avoir dit que je devais y aller. La chose suivante dont je me souviens clairement, c'est le trajet du retour. Les essuie-glaces battaient au rythme de mon pouls. Chaque kilomètre se confondait. À la maison, Juliette m'attendait à la porte. Ma femme, une Juliette magnifique et posée. 5 ans de mariage. Elle avait toujours été l'image même de Grace, celle qui savait me calmer quand le côté sauvage de mon frère menaçait de m'entraîner dans le vide. Mais ce soir-là, son regard était trop calme, trop sec. Elle a pris mon manteau et m'a conduit jusqu'au canapé. Tout est réglé, a-t-elle dit. Tu n'as pas besoin de voir le corps. Sa voix était douce, mais la fermeté de son ton m'a donné la chair de poule. J'aurais voulu lui demander pourquoi. Pourquoi ne voulait-elle pas que je le voie? Mais je n'arrivais pas à formuler les mots. Au lieu de cela, je l'ai laissé me serrer contre moi. Je la laissais murmurer que tout irait bien, mais ce n'était pas le cas. Loin de là. Plus tard, quand le silence fut revenu dans la maison, je fixai le plafond et me souvins de la dernière fois que Blake était venu. Il était resté une semaine, errant dans ma maison comme s'il ne trouvait pas un endroit où s'asseoir. Une nuit, nous étions restés éveillés tard à boire du whisky sur le porche. Il m'a regardé, l'air étrangement sérieux. Toi et Juliette, avait-il dit d'une voix hésitante. Tout va bien? J'ai ri, lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Mais son regard s'était attardé sur le mien, plein de questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Maintenant, allongé dans le noir, je pensais aux nuits tardives de Juliette, aux appels téléphoniques chuchotés qu'elle prenait dans le couloir, à la façon dont elle sursautait parfois quand je l'attendais. Le deuil joue des tours à l'esprit, me disais-je. Mais les fissures dans l'architecture de ma vie étaient trop précises, trop nettes, comme des fractures de stress dans un mur de verre. Je sentais tout ce que j'avais construit commencer à vaciller, les fondations tremblaient. Et dans ce tremblement, j'éprouvais une certitude glaciale que je ne voulais pas affronter. Quelque chose n'allait pas. Je me suis retourné et j'ai fixé le visage endormi de Juliette. Elle semblait paisible, le clair de lune soulignant ses traits avec douceur. Mais même dans cette sérénité, je ne trouvais aucun réconfort. Je repensais à Blake. Son sourire facile, sa façon d'attirer les gens, leur faisait croire que tout était possible. Il vivait sa vie comme un feu d'artifice, flamboyant et insouciant. Maintenant,
il était parti, du moins c'est ce qu'on disait. Mon regard se porta sur le côté vide du lit, l'endroit où j'avais toujours senti sa présence, ne serait-ce que dans mes souvenirs. Je pris mon téléphone sur la table de nuit, fixai l'écran, m'attendant presque à un message de sa part, une blague stupide, une aventure dans laquelle il s'était embarqué. Mais il n'y avait rien, juste un écran noir et le reflet de mon propre regard vide. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment faire le deuil d'un frère jumeau qui me semblait être l'autre moitié de moi. Je ne savais pas comment faire confiance à une femme dont le sourire n'atteignait plus ses yeux. Je ne savais pas comment empêcher les murs de s'effondrer. Mais je savais une chose. Quelque chose s'était brisé en moi le jour où j'avais reçu cet appel. Et je n'en étais pas sûr. Je ne pourrais jamais me remettre sur pied. L'enterrement s'est déroulé comme un cercueil fermé. Je me tenais à côté, comme un homme sous l'eau. Chaque respiration était superficielle, chaque seconde étirée et amincie. La pièce était remplie de gens que je reconnaissais à peine. Des visages de notre quartier d'enfance. D'anciens camarades de classe. Des collègues du cabinet. Des gens qui ne nous connaissaient que sous le nom des jumelles Graire. Ils étaient venus pour tourner la page, je suppose, pour dire au revoir à la partie la plus sauvage de moi-même. Mais il n'y avait pas d'adieu dans cette pièce, seulement un vide qui me tirait la poitrine jusqu'à ce que je crois m'effondrer. Juliette se tenait à côté de moi, sa main sur mon bras comme une ancre, mais son contact me semblait étranger, comme celui d'une étrangère. Elle pleurait, mais ses larmes semblaient trop parfaites, trop répétées, comme si elle avait répété son chagrin devant un miroir jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement à son visage. J'attendais sans cesse que quelque chose devienne réel. Une déchirure dans ma poitrine, une déchirure qui ne s'arrêtait pas. Mais je ne ressentais que le poids froid d'une vérité que je ne pouvais nommer. Ce soir-là, après le départ du dernier invité, je me suis assis seul. Le bureau plongé dans l'obscurité, la pluie dehors brouillant les lumières de la ville en une aquarelle de gris et d'or. Mon écran d'ordinateur était toujours allumé, la lueur bleue creusant un creux et un air fatigué sur mon visage. Insomniaque, je fixais l'écran, espérant une distraction. Des emails de clients, des factures à approuver, tout pour m'empêcher de penser. Et puis, c'est arrivé. Le bip d'un email entrant, le nom de Blake à l'écran. Je me suis figé un instant. J'ai cru à une blague de mauvais goût, à un spam ou à une notification automatique, mais l'objet du message m'a fait arrêter le cœur. Pas ce qu'il semble. Ma main tremblait en cliquant dessus, m'attendant presque à une page blanche. Au lieu de cela, il y avait une seule ligne, un mot de passe. Jumelles Summit, 1989. Mon estomac se noie. Notre surnom d'enfance. Notre année de naissance, un code que seuls nous deux connaîtrions. J'ai copié le mot de passe, le souffle court, et je l'ai saisi dans le fichier qu'il avait joint. Un dossier s'est ouvert. Assurance. À l'intérieur, un fichier vidéo. J'ai cliqué sur lecture, l'écran s'est allumé. Au début, l'image tremblait, granuleuse, comme un vieux film amateur. Puis elle se stabilisa. Juliette. Ma Juliette. Assise sur un canapé que je reconnaissais de chez nous. Ses cheveux tirés en arrière, ses yeux brillants d'une lueur que je n'avais vue qu'en sa présence. Sauf qu'elle n'était pas seule. La caméra changea de plan. Un homme entra dans le cadre. Grant, mon associé, mon témoin, celui qui avait trinqué à notre mariage, qui m'avait dit que j'étais le frère qu'il n'avait jamais eu. Il était assis à côté d'elle, trop près. Leurs mains se touchèrent, leurs doigts s'entrecroisèrent. Puis il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas doux. C'était affamé. Mon souffle se bloqua. Mon esprit se dénouait fil par fil. L'angle de la caméra changea de nouveau, captant le bord d'une table, le reflet d'une bouteille, ma bouteille de whisky, mon verre. Je vis Grant y verser quelque chose. Une poudre blanche se dissolvant dans un tourbillon. La voix de Juliette était un bourdonnement bas, trop faible pour être entendu, mais je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Je savais ce que cela signifiait. Trahison, poison, tout. J'ai claqué l'ordinateur portable, l'obscurité de la pièce m'enveloppant comme un cercueil. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS du numéro de Blake. Je ne suis pas mort. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Ma vision s'est brouillée. Mes mains ont tremblé. J'ai relu le message, puis relu, comme s'il allait changer. Je voulais croire à une farce cruelle, à un hacker, à une erreur.
Mais je connaissais la façon de penser de mon frère. Il était imprudent, mais pas stupide. Il avait toujours été celui qui trouvait les failles du système, les brèches que personne d'autre ne voyait. S'il disait qu'il n'était pas mort, je devais le croire. Je ne pouvais plus respirer. Le monde autour de moi a basculé. Les meubles se sont déformés, les murs se sont rapprochés. Le rire doux de Juliette est venu de la cuisine. Le bruit de la vaisselle, le cliquetis des couverts. Une maison qui me semblait soudain être un piège. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans le noir. Je fixais les ombres au plafond. Chacune était un point d'interrogation. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette vidéo. Les lèvres de Juliette sur la main de Grant sur mon verre. La trahison était un poison dans mes veines, plus épais que le sang. Et sous tout cela, une vérité plus sombre murmurait, une voix qui disait, peut-être que tout cela avait été planifié. Que les funérailles, les larmes, le cercueil fermé, tout cela n'était qu'une mise en scène élaborée. Juliette avait toujours été l'actrice, jouant ses rôles avec un sourire parfait. Je me souvenais de la façon dont elle avait insisté pour que je ne voie pas le corps, de la façon dont elle avait fait taire mes questions avec une grâce experte. Mais maintenant, je la voyais, la forme d'une conspiration. Une structure aux angles et aux lignes parfaits que seul un architecte pouvait apprécier. Ma vie avait été conçue par quelqu'un d'autre. Chaque poutre, chaque pilier calculé pour me maintenir en place pendant qu'il la démolissait autour de moi. Les minutes s'écoulaient lentement, chaque seconde comme un coup de marteau contre mon crâne. J'ai rouvert l'ordinateur portable, la lueur bleue révélant le visage que je n'avais plus. Confiance. Le visage de Juliette. Le visage de Grant. J'ai regardé la vidéo en boucle, chaque visionnage effaçant une nouvelle couche de déni. Et sous la trahison, j'ai vu les empreintes de mon frère. Blake avait toujours été le sauvage. Celui qui testait les limites de chaque règle. Mais c'est aussi lui qui m'a appris à voir le monde tel qu'il était, et non tel qu'il prétendait être. S'il était vivant, et je devais le croire, alors il m'avait laissé ce fil d'Ariane pour une raison. Je ne savais pas quelle serait la prochaine étape. Mais je savais une chose. Je ne pouvais plus faire confiance à personne. Ni à Juliette, ni à Grant, ni même au mur de ma propre maison. Alors que les premières lueurs de l'aube s'insinuaient dans la pièce, j'ai senti le reste de mon ancien moi s'effacer. Le mari, le partenaire, le frère confiant, ce qui restait était quelque chose de plus dur, de plus tranchant, un homme brisé qui se reconstruisait à partir de ses éclats. J'ai regardé le soleil se lever par la fenêtre, la pluie s'arrêter enfin, le monde humide et propre, comme s'il me mettait au défi de recommencer. Fraîche. Mais je n'étais pas sûr qu'il restait une page blanche, seulement le fantôme de l'homme que j'avais été, et l'écho du message de mon frère. Je ne suis pas morte. J'ai fermé les yeux et laissé la vérité retomber comme de la poussière. Rien n'était ce qu'il semblait être. Plus maintenant. J'ai retrouvé Blake le lendemain matin au seul endroit que personne ne devinerait, le Bill Café. Le même endroit où, enfant, nous avions construit des villes avec des bâtons de bois, pendant que maman buvait du café amer et nous faisait passer pour des anges. L'endroit n'avait pas beaucoup changé. Même l'énolium craquelait. Même cliquetis d'assiette. Même odeur de pain grillé brûlé qui persistait toujours près du comptoir. J'y suis entré, la tête basse, la capuche relevée, les nerfs à vif, m'attendant presque à un piège. Mais il était là, dans le coin le plus éloigné, penché sur une tasse ébréchée, la même énergie agitée qui émanait de lui que j'avais toujours connue. Sauf que maintenant, sa barbe était épaisse et hirsute, une cicatrice barrant sa joue comme un signal d'alarme. Ses yeux reflétaient toujours le mien, pourtant. Même bleu, même intensité. J'hésitais à table, m'attendant presque à le voir disparaître. Mais il ne disparut pas. Il leva les yeux et sourit, ce sourire en coin qui présageait toujours des ennuis. « Dis donc, mon frère, dit-il à voix basse. Ça fait longtemps. » Je m'assis, les poings si serrés que je crus que mes jointures allaient craquer. « Tu es censé être mort. » J'ai réussi à articuler, mais les mots semblaient creux, même en les prononçant. Il sirota son café comme une bouée de sauvetage. « C'était le plan, dit-il. Leur plan est le mien. » Son regard parcourut le café, cherchant quelqu'un qui l'écouterait. Mais nous étions seuls. Juste deux frères, dont un ressuscité. Je me suis penché. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Juliette, Grant, maman. Ils ont dit que tu étais tombé.
Ils ont dit qu'il n'y avait aucun doute. Son regard s'est adouci un instant, comme s'il détestait ce qu'il avait à dire. Il voulait ma mort. Traf et toi ensuite. Il voulait le domaine familial, le trust, ton entreprise, l'indemnité d'assurance, tout. J'étais sur leur chemin. J'ai secoué la tête. Nos parents. La question est sortie étranglée. Il a hoché la tête. Grim Marlin et Greta. Même oncle Silas. Ils m'ont piégé, drogué un vétéran sans abri qui me ressemblait assez après une chute. Ils l'ont poussé dans ce ravin. Ils lui ont mis mon équipement. Ma montre, ma carte d'identité, tout. Mon estomac s'est retourné. J'ai pensé à cette montre. Notre cadeau d'anniversaire pour nos 21 ans. En titane gravé Summit Twin 1989. Je l'avais tenu dans mes mains aux pompes funèbres. Je l'avais serré comme un talisman. Mais les funérailles, le cercueil, je n'ai pas pu terminer. Il a soupiré. Cercueil fermé. Trav Juliette a insisté. Il a dit que ce serait plus facile pour toi. Il a dit que tu ne devrais pas me voir comme ça. Sa voix était pleine d'amertume. Elle l'a si bien vendue. La veuve endeuillée. L'actrice parfaite. J'ai eu le vertige. Juliette. Elle est dans le coup. Avec Grant. Il s'est penché en arrière et a croisé les bras. Ils sont amants. Depuis plus d'1 an. Je les ai entendus au chalet parler de l'assurance, de la compagnie, de tout. Oncle Silas était là aussi, parlant du trust et de la façon dont il le partagerait après ton départ. Tout était tracé comme des plans. Mon sang s'est glacé. J'ai pensé au verre de whisky, à la vidéo, à la façon dont Juliette avait commencé à verrouiller les portes quand elle a fait des coups de fil. J'ai repensé à la nuit où je l'avais surprise en train de quitter la maison à minuit, disant qu'elle avait besoin d'air, et à la façon dont elle m'avait dit si gentiment que je n'avais pas besoin de voir le corps. Mon Dieu, ai-je murmuré. Il prévoit de me tuer aussi. Le regard de Blake s'est durci. Ce soir, Trav, elle a drogué ton whisky tous les soirs, augmentant ta tolérance. Ce soir, c'est la dose ultime. Ils mettent en scène un suicide. Un mot qu'elle a déjà écrit de ta main. Un crime parfait. J'ai senti le monde s'effondrer sous moi comme si le sol s'était effondré. Chaque détail de ma vie, mon mariage, ma famille, mon entreprise, me semblait maintenant comme un échafaudage construit pour me maintenir en place pendant qu'il brûlait tout. Mais la main de Blake s'est refermée sur mon bras. Ils ont sous-estimé une chose, a-t-il dit d'une voix féroce. Tu es un architecte. On ne construit jamais rien sans plan de sortie. Je l'ai regardé fixement, la vérité s'embrasant en moi comme une mèche. Il avait raison. J'avais passé ma vie à concevoir des structures capables de résister à tous les tremblements de terre, aux inondations, aux pires catastrophes naturelles. J'avais toujours prévu une issue, une sortie cachée. Et maintenant, je réalisais que j'avais fait pareil avec ma vie. J'avais aménagé un vide sanitaire lors de la dernière rénovation, un passage étroit qui menait du sous-sol à l'ancienne cave à vin, accessible uniquement en retirant 2 planches de plancher que j'avais dissimulées sous une pile de plans. Personne d'autre que moi. Et Blake savait qu'il était là. J'ai croisé son regard, ce miroir du mien. Ils ne s'en tireront pas comme ça, ai-je dit. Il a hoché la tête. Tant mieux, parce qu'ils pensent te tenir. Ils te croient faible. Ils ne savent pas que tu as un fantôme à tes côtés. Mon esprit s'emballait. Chaque conversation avec Juliette, chaque regard de Grant, chaque appel de Silas, tout se précisait comme les lignes d'un plan. Une structure conçue pour s'effondrer sur moi. Mais ils avaient oublié l'architecte, l'homme qui connaissait chaque poutre, chaque défaut, chaque issue. J'ai senti la première étincelle de quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis la surveillance des funérailles. Que faisons-nous, lui ai-je demandé d'une voix basse et pressante. Il s'est penché plus près, les yeux illuminés de ce feu imprudent qui lui avait toujours valu des ennuis. On les laisse croire qu'ils ont gagné, a-t-il dit. Tu bois le whisky. Tu prends la dose. Tu les laisses planter le décor. Puis tu disparais. J'ai hoché la tête. Le plan se formait déjà dans ma tête. Une lettre de suicide que je réécrirais avec leurs mots. Un vers que je marquerais comme preuve. Un vide sanitaire par lequel je disparaîtrais. Et alors, je serais le fantôme. L'homme qui ne devrait pas exister. L'ombre qu'il ne pouvait pas tuer. J'ai senti mon pouls se stabiliser,
mon esprit s'éclaircir comme du verre essuyé. Ils pensaient avoir affaire à une victime. J'ai dit qu'ils avaient tort. Le sourire de Blake est revenu, féroce et fier. C'est mon frère, a-t-il dit. Et à cet instant, j'ai su que je n'étais pas seul. Le combat avait commencé. À ce moment-là, l'architecte tenait les plantes. Cette nuit-là, la maison me semblait un nid de poules, une coquille silencieuse et oppressante autour de moi. Juliette s'y déplaçait comme une actrice attendant son signal, ses mouvements gracieux et répétés, son sourire aussi fragile que du verre. Je la regardais depuis le couloir tandis qu'elle versait le whisky, mon whisky, dans le lourd verre. Elle ajouta un glaçon, le faisant tournoyer avec une précision délibérée. Je ne pus m'empêcher de penser à la poudre, à la façon dont Grant l'avait mélangée dans la vidéo que Blake m'avait montrée. Mon estomac se noua. Elle se retourna, me vit la regarder et sourit avec une douceur d'entraînement. Longue journée, demanda-t-elle. J'acquiesçai, le mensonge me prenant la gorge. Ouais, j'ai craqué. Ma voix me semblait étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle me tendit le verre, ses doigts effleurant les miens. Ce contact qui m'avait autrefois semblé familier me fit maintenant l'effet d'une lame. Je le pris, fixant le liquide ambré, la glace craquant faiblement en se déplaçant. Je forçai un sourire. Merci, Jules, dis-je d'une voix ferme. Elle m'embrassa sur la joue, une pression froide et fugace qui me donna la chair de poule. Je vais juste finir quelques mets, dit-elle. Va te détendre. Je la regardai s'éloigner. Sa silhouette disparaissant dans la lumière de la cuisine. J'emportai le verre dans mon bureau et le posai sur le bureau en acajou. La pièce sentait le vieux papier et l'huile de cèdre, une odeur réconfortante par sa familiarité. Je m'assis, l'esprit en proie à une tempête de calculs. Le vide sanitaire était prêt, caché sous le plancher que j'avais conçu pour s'intégrer harmonieusement au reste de la pièce. Seul Blake, et je savais qu'il existait. Je pris une grande inspiration, me rappelant que ce n'était qu'un autre plan, un autre projet qui nécessitait de la précision pour aboutir. Je pris le verre et le portai à mes lèvres, laissant le whisky effleurer ma langue avant de le reposer. Je tendis la main vers le petit enregistreur que Blake m'avait glissé au café, son boîtier noir mat se fondant dans l'ombre. J'ai cliqué dessus, la lumière rouge clignotant comme un battement de cœur. Je l'ai laissé couler, capturant le silence, le ruisseau de la maison qui s'écoulait, le son lointain de Juliette qui fredonnait dans la cuisine. J'ai repris le whisky et l'ai versé dans la plante en pot près de la fenêtre, le regardant s'imprégner de la terre sèche. Puis j'ai essuyé le bord du verre avec le mouchoir que j'avais gardé dans ma poche, en prenant soin de préserver ses empreintes digitales. J'ai glissé le mouchoir dans un sac plastique scellé, les mains fermes malgré l'adrénaline qui me submergeait. Puis j'ai pris la vraie lettre, celle que Juliette et Grant avaient si soigneusement rédigée pour moi de ma propre main. Je suis désolé, commençait-elle. Je ne supportais pas la pression. Je ne pouvais pas vivre avec les échecs. Je l'ai lu une fois, 2 fois, chaque mot de trahison. Je l'ai plié soigneusement, glissé dans l'enveloppe et posé sur le bureau, là où il la trouverait. Le décor était planté. Il ne me restait plus qu'à disparaître. Je me dirigeai vers l'étagère et pris le 3e volume en partant de la gauche. Architecture moderne. Le loquet caché claqua et le plancher grinça. Le vide sanitaire s'ouvrit sous moi, un tunnel sombre et sûr. Je jetai un dernier coup d'œil au bureau, l'endroit où j'avais esquissé des rêves qui ne se réaliseraient jamais. Puis je me glissai à l'intérieur, refermant la trappe derrière moi. L'obscurité se refermait, mais c'était une obscurité familière, à laquelle je m'étais préparé. Mon souffle résonna dans l'espace étroit tandis que je rampais, chaque centimètre du chemin mémorisé. Le tunnel menait à la cave à vin, vestige du passé de la maison. Je n'avais jamais pris la peine de rénover. J'atteignis le bout et poussai la porte dissimulée. L'air sentait la terre humide et le vieux bois. Je me faufilai à l'intérieur et m'arrêtai, tendant l'oreille. À l'étage. Des pas, 2 séries. Juliette et Grant, leur voix résonnait à travers le plancher, basse et conspiratrice. Ce sera bientôt fini, dit Juliette. Les notes sont en place. Silu se chargera du transfert de la fiducie. La voix de Grant était un murmure d'approbation. Le conseil d'administration me soutiendra comme intérimaire. Travis était trop instable pour garder la barre. Je serrai les dents. L'assurance dans sa voix me fit bouillir le sang. Je fouillai dans ma poche et empoignai l'enregistreur, dont le voyant rouge clignotait toujours. Preuve, preuve.
Leurs paroles claires comme des aveux. Je serrais plus fort, imaginant leur expression lorsque la vérité éclaterait. Je restai caché jusqu'à ce que je les entende partir. Les pas s'éloignèrent, les rires s'estompèrent. J'attendis encore, comptant toujours jusqu'à 100, puis 200. Quand je sortis, la maison était redevenue silencieuse. Je me dirigeai vers le bureau et replaçai soigneusement le verre de whisky sur le bureau. Les empreintes digitales étaient intactes. Je déposai la fausse lettre de suicide à côté, disposée avec précision. Le tableau tragique parfait. Je jetai un dernier regard à la pièce. Le bois sombre, les lourds rideaux, les dessins d'architecture au mur, l'œuvre de ma vie, ma maison, et maintenant mon piège. Je me suis glissé dans le vide sanitaire et me suis dirigé vers l'ancienne sortie de service à l'arrière de la propriété. Un vestige de l'époque où la maison avait du personnel. Elle n'avait pas servi depuis des années, mais je l'avais conservée fonctionnelle, un détail que personne d'autre ne connaissait. J'ai pénétré dans l'air nocturne, le froid me mordant la peau. La pluie avait cessé, laissant le monde propre, luisant au clair de lune. J'ai agi rapidement, une ombre parmi les ombres, chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée. Au lever du soleil, Travis Greer était officiellement mort, un suicide chez lui, un homme qui avait craqué sous le poids de ses propres échecs. Mais un homme nouveau était né dans l'obscurité. Un homme sans attache, sans nom, sans limite. Un homme qui tenait les plans entre ses mains et était prêt à faire s'écrouler la structure entière sur ceux qui l'avaient construite. Debout dans l'allée derrière la maison, je regardais la première voiture de police arriver. Gyrophare, voix pressante. J'entendais presque les sanglots de Juliette, le léger choc de Grant, les calculs froids de Silu. Qu'ils croient avoir gagné. Qu'ils jouent leur rôle, car c'était désormais mon théâtre. Et chaque détail avait été conçu par le seul architecte qui comptait, moi. Dans l'ombre, j'avais tout verrouillé, chaque dossier, chaque compte, chaque parcelle de la vie dont il pensait avoir hérité. Mon testament avait été révisé des mois avant la mort supposée de Blake. Mais ils l'ignoraient. Ils ignoraient que, pendant qu'ils préparaient mes funérailles, je planifiais l'effondrement de tout ce qu'ils avaient bâti autour de moi. Chaque centime, chaque action, chaque document juridique transitait par des avocats qui me devaient des faveurs, des comptables qui me devaient leur emploi. Ma fiducie avait été révisée, ensevelie sous tant de conditions que personne ne pouvait y toucher sans une signature qui ne viendrait jamais. Mon entreprise gelée, l'argent de l'assurance, réaffecté à une association d'aide aux anciens combattants, une cause que Blake avait toujours voulu soutenir. Qu'ils expliquent cela au conseil d'administration. Je les ai laissés se tortiller dans leur fauteuil en cuir en réalisant que l'empire qu'ils espéraient conquérir était devenu une forteresse infranchissable. Je n'ai pas disparu comme ça. J'ai orchestré une démolition minutieuse et méthodique. Je les ai montés les uns contre les autres, brique par brique, comme on arrache la clé de voûte d'une cathédrale et qu'on regarde le vitrail se briser. J'ai commencé avec Juliette. Elle avait toujours été méfiante, toujours prompte à douter, à exiger, à contrôler. Il n'a pas été difficile de la faire douter de Grant. Je lui ai envoyé des emails depuis un compte anonyme. Des captures d'écran des SMS de Grant, des photos retouchées de lui rencontrant une autre femme au bar d'un hôtel, un mannequin, une brune qu'il avait engagée pour la soirée. La fureur de Juliette était facile à enflammer. J'avais déjà vu ce côté d'elle, la jalousie qui bouillonnait sous la surface. Il n'a fallu qu'une étincelle. Le lendemain, Juliette a confronté Grant au bureau, sa voix suffisamment impertinente pour traverser les murs. J'écoutais depuis le loft que j'avais loué à 2 pâtés de maison, à travers la lunette d'une petite caméra cachée dans une jardinière près de la porte d'entrée. Elle hurla. Il n'y a. Elle le gifla. Il hurla en retour. Je l'ai regardé s'effondrer petit à petit, et je n'éprouvais que de la satisfaction. Puis je me tournai vers Grant. Il s'était toujours considéré comme un beau parleur, un négociateur, l'homme capable de conclure n'importe quel accord par son charme. Mais même un charmeur a des failles. Je les ai trouvés dans ses courriels à Silas. Des courriels où il mettait en doute la loyauté de Juliette, où il laissait entendre qu'elle pourrait prendre plus que sa juste part. Je m'assurais qu'il voit les mêmes preuves que j'avais envoyées à Juliette, simplement modifiées, juste assez pour le faire croire qu'elle le piégeait. J'ajoutais quelques lignes sur Silu, comment il avait discrètement rencontré le conseil d'administration pour discuter de la révocation de Grant une fois la situation retombée. L'ego de Grant ne supportait pas ça. En quelques jours, il appelait Silu à toute heure, exigeant des explications, menaçant de poursuites judiciaires,
s'effondrant comme un pull bon marché sous la pluie. Silas était le plus dur à percer. Il avait toujours été le roc de la famille. Solide, impénétrable, l'homme de la stratégie. Mais même les rocs se dressaient sous la pression. Je lui ai envoyé de faux documents, des relevés bancaires, des lettres juridiques, de faux comptes rendus de réunions du conseil d'administration, prouvant que mes parents s'étaient arrangés pour l'exclure de la succession. Que l'accord qu'il avait conclu avec eux était un mensonge. Qu'ils avaient prévu de le rendre responsable de la faillite de l'entreprise pour en faire le bouc émissaire une fois tout écroulé. Il a essayé d'appeler ma mère, mais j'avais redirigé son numéro via un téléphone portable programmé pour décrocher d'une voix froide et dédaigneuse. C'est trop tard, Silu. C'est toi qui as cherché ça. J'ai imaginé son visage en l'écoutant, la prise de conscience brisant le granit. C'était poétique, vraiment. L'architecte et moi avons apprécié la symétrie. L'homme qui avait gardé les secrets financiers de la famille se retrouvait désormais seul dans un coffre-fort qu'il avait lui-même construit. En une semaine, les fondations que j'avais passé ma vie à bâtir étaient devenues un labyrinthe de suspicions et de trahisons. J'observais depuis mon loft loué, témoin silencieux du chaos que j'avais créé. J'avais l'impression de me tenir au sommet d'un immeuble que j'avais conçu, le regardant imploser au ralenti. Chaque poutre d'acier, chaque pilier de béton s'effondrait sous le poids de leur propre cupidité. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient m'avoir enterré et m'avoir ôté la vie. Mais ils ne s'étaient enterrés qu'eux-mêmes. J'ai vu le visage de Juliette dans les journaux du matin. Ses yeux rougis, ses cheveux emmêlés, son sang-froid envolé. Le nom de Grant s'étalait sur les blogs et les journaux financiers, les allégations de détournement de fonds, les photos de lui sortant des bars à l'aube. Sa réputation s'est effondrée. La crise cardiaque de Silu n'était qu'un bonus. Une petite satisfaction froide que même les plus forts peuvent briser lorsque le sol s'effondre sous eux. Pendant tout ce temps, j'étais assis dans l'ombre, buvant du café bon marché et esquissant les plans de ma prochaine action. J'étais devenu un fantôme dans leur machine. Un murmure à l'oreille de Juliette la nuit. Une lueur dans les lumières du bureau de Grant. Une signature que Silu n'arrivait pas à placer sur un relevé bancaire. Chaque fois qu'il pensait me tenir, je m'éclipsais. Chaque fois qu'ils pensaient avoir conclu l'affaire, je la déchirais à nouveau. Je connaissais leurs faiblesses parce que je les avais construites. J'avais été l'architecte de chaque confiance, de chaque accord, de chaque compromis. Ils avaient tenu pour acquis que je serais toujours là pour signer, pour réparer les fissures, pour maintenir les murs solides. Mais maintenant, c'était à moi de briser les murs. J'ai repensé à Blake alors, à son amour des bonnes farces, des tours de passe-passe. À la façon dont il m'avait dit un jour, lors d'une tempête sur le mont René, que parfois, le meilleur moyen de survivre était de se laisser porter par le vent pour plier juste assez pour ne pas craquer. Je me suis plié, tordu, transformé en quelque chose qu'il ne pouvait prévoir. Et maintenant, tandis qu'il se criait dessus, qu'il se déchirait pour les miettes de ce qu'il croyait être ma fortune, je me sentais enfin libre. Pas seulement libre d'eux, mais libre de l'homme que j'avais été. L'homme qui faisait confiance trop facilement, qui croyait que famille rimait avec loyauté, qui pensait que l'amour était plus fort que l'ambition. De la fenêtre du loft, je pouvais voir la silhouette de la ville que j'avais contribué à bâtir. Des grues parsemaient l'horizon telles des sentinelles géantes, de nouvelles tours émergeant de la poussière. Je me demandais si l'une de ces tours résisterait à l'épreuve du temps. Si les gens qui y vivaient comprendraient ce que signifiait construire quelque chose d'irréparable. Probablement pas. Mais je le savais. Et c'était suffisant. Je n'avais pas encore fini. Loin de là. Les fondations étaient fissurées, les murs s'effondraient, mais il me restait des plans à suivre. Il me restait encore un dernier chef-d'œuvre à concevoir. Et quand il serait terminé, il verrait. Il verrait l'architecte derrière chaque trahison, chaque effondrement, chaque chute. Et il saurait que ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une justice gravée dans l'acier et la pierre, signée du sang de chacun de leurs mensonges. Alors j'ai observé et attendu, car les fissures se multipliaient. Et j'étais prêt pour l'effondrement final. Maintenant, il était temps de les hanter. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le sourire narquois sur le visage de Juliette, la douce condescendance dans le ton de Grant, la façon dont Silas m'avait tapoté l'épaule en me disant de ne pas m'inquiéter pour la confiance. Ils avaient essayé de m'enterrer, mais ils avaient oublié que j'avais conçu les fondations. Et maintenant, j'allais leur rappeler les fissures qu'ils cherchaient à dissimuler. J'ai commencé avec Juliette.
Elle avait toujours été méticuleuse, son univers était une exposition soigneusement organisée. Alors je lui ai donné quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle est rentrée un soir et a trouvé notre nuit de noces reproduite à l'identique. Les mêmes bougies blanches, le même champagne glacé, la même musique douce en fond sonore. Seulement, je n'étais pas là pour toast avec elle. Juste le souvenir des vœux qu'elle avait brisés. J'ai laissé une seule rose sur le lit, une floraison rouge sang qui avait l'air trop vive dans l'ombre. Pas de note, juste un rappel que je n'avais pas oublié, que j'ai tout vu. Elle a crié. Je l'ai entendu de l'ombre. Le son découlant la nuit comme du verre. Grant était la prochaine. Il se targuait d'être inébranlable. L'homme qui n'a jamais tressailli. Le plus proche qui pourrait parler de n'importe qui dans n'importe quoi. Alors je l'ai fait tressaillir. Il est entré dans la salle de réunion un matin, un téléphone pressé vers son oreille, secouant les chiffres et les transactions comme si le monde était à lui à commander. Mais en entrant, je lui ai laissé me voir juste une seconde à travers le mur de verre de la salle de conférence. Je me tenais là, les bras croisés, le regardant avec le même regard régulier que j'avais utilisé lors de chaque négociation que nous avions jamais gérée ensemble. Son téléphone a glissé de sa main et a frappé le sol, l'appel coupant la mi-sens. Son visage était pâle, ses yeux se précipitant dans la pièce comme un animal acculé. J'ai disparu avant que les autres ne se tournent pour regarder. Il a essayé de s'expliquer, marmonnant de voir un fantôme, sur le stress, mais le doute avait été planté. Je l'ai vu dans ses yeux, la peur, l'incertitude. Il savait alors que le passé n'a jamais été vraiment enterré. Ma mère était une cible plus difficile. Greta Greer avait toujours été la matriarche, la femme qui pouvait réduire les hommes adultes à des enfants tremblants avec un seul coup d'œil. Mais même elle avait ses faiblesses. Une nuit, elle a ouvert le tiroir de sa table de nuit et a trouvé le train de jouets d'enfance de Blake, rouillé, brûlé sur les bords, une relique d'une époque où nous avions été une famille. Elle lui l'avait donné quand il avait 6 ans. Lui a dit que cela le ramènerait toujours à la maison. Je l'ai laissé juste là où elle le trouverait. Un rappel que tous les secrets de la famille ne pouvaient pas être cachés. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle était juste assise là le regardant, son visage pâle, ses mains tremblantes. C'était suffisant pour moi. Même les murs les plus forts s'effondrent lorsque le fond de teint est pourri. Silu était la dernière pièce. Il s'était toujours pensé intouchable. L'homme dans la tour tirant les cordes tandis que le reste d'entre nous dansait en dessous. Mais j'avais construit cette tour avec lui. Je connaissais chaque passage secret, chaque porte cachée. Une nuit, il est entré dans son bureau et m'a trouvé assis sur sa chaise. Pas moi exactement, mais une ombre de moi. Une silhouette fabriquée à partir d'un masque prothétique, une distorsion de voix dans l'obscurité qui vivait dans les coins de chaque pièce. Tu as enterré le mauvais frère, je murmurai, ma voix s'est déformée, faisant écho au mur de verre. Son visage allait cendrer, ses lèvres tremblantes. Il a atteint le téléphone, mais j'étais parti avant de pouvoir appuyer sur le bouton. Pendant des jours, il ne pouvait pas dormir. Je savais parce que je regardais. J'ai vu la façon dont il a sauté sur chaque son. La façon dont il murmura dans les salles vides. La façon dont il a serré la bouteille de pilule comme une bouée de sauvetage. Même l'homme qui pensait qu'il avait planifié tous les angles ne pouvait pas se cacher aux fantômes que j'avais déchaînés. Chaque nuit, je me déplaçais dans la ville comme une ombre. Toujours une longueur d'avance. J'ai changé de visage, changé de nom, loué dans des hôtels bon marché, portant des vêtements dont personne ne se souviendrait. Je suis devenu l'homme qui ne devrait pas exister. Le frère qu'il ne pouvait pas enterrer. Chaque fois que je frappais, j'ai laissé un morceau du passé derrière. Une lettre, une photo, un souvenir qu'il pensait avoir effacé. C'était une guerre psychologique, mais j'avais appris des meilleurs. Les propres manipulations de Juliette m'avaient appris que l'esprit est le maillon le plus faible. Si vous pouviez faire douter de quelqu'un leur propre réalité, vous pourriez les casser sans jamais les toucher. Parfois, je me prends un aperçu dans une fenêtre de magasin. Le reflet d'un homme que je n'ai pas reconnu. La barbe avait disparu, les cheveux plus courts, les yeux plus durs. L'architecte était parti aussi. Remplacé par autre chose, quelque chose à forger dans la trahison et renaît dans les cendres de chaque mensonge qu'ils ont dit. Je ne savais pas si j'aimais cet homme, mais je savais qu'il était nécessaire. Je savais qu'il était le seul à pouvoir terminer ce que Blake avait commencé. Parce que ce n'était plus seulement une question de vengeance. Il s'agissait de justice,
de s'assurer que les structures qu'ils ont construites sur mon dos se sont effondrées avec eux à l'intérieur. De leur montrer que l'homme qu'ils ont essayé d'enterrer était devenu l'architecte de leur perte. Une nuit, je me tenais sur un toit en face du nouvel appartement de Juliette, une tour en verre qui criait de l'argent et du statut. Je l'ai regardée à travers les fenêtres alors qu'elle se versait un verre, ses mains tremblant tellement qu'elle a presque laissé tomber le verre. Je me demandais si elle pensait à moi chaque fois que le vent secouait les fenêtres, si elle voyait mon visage dans chaque ombre. J'espère que oui, parce que la pire partie de la trahison n'est pas le couteau à l'arrière. C'est le silence par la suite. L'espace vide est l'endroit où la confiance vivait. Je lui avais donné ce silence, et je l'avais rempli de chaque écho de l'homme qu'elle a essayé d'effacer. J'ai pensé à Blake, alors, mon jumeau téméraire et brillant. Il avait toujours dit que la meilleure façon de battre un tricheur était de jouer mieux à leur jeu que jamais. J'avais bien joué. J'avais fait compter chaque mouvement. Et maintenant, alors que la ville brillait sous moi, j'ai ressenti une satisfaction que je ne pouvais pas expliquer. Le jeu n'était pas encore terminé. Mais les pièces bougeaient et ils dansaient sur mon design. Les fantômes des vivants remuaient et c'est moi qui les avais libérés. Laissez-les courir. Laissez-les se cacher. L'architecte venait et j'ai construit chaque centimètre de leur prison. Ils sont entrés dans le gala du Pacific Heights comme des rois. Juliette dans un collier en diamant qui avait autrefois appartenu à ma mère. Grand dans un smoking sur mesure qui semblait avoir été cousu pour la trahison. Les lustres brillaient au-dessus d'eux, tout or et vert, un royaume qu'ils avaient construit sur ma tombe. J'ai regardé depuis les ombres près de l'arrière de la salle, mon nouveau visage caché sous un masque, chaque souffle mesuré. La pièce était une mer de rire et de lunettes tirant, inconscient de la tempête que j'avais apportée. Mon plan avait pris des semaines, piratant le système AV du gala, remplaçant le montage hommage par quelque chose de ma propre conception. Chaque invité était un témoin, chaque paire-dieu un jury. Les lumières se sont dimensionnées et pendant un moment le silence a drapé la pièce comme un rideau en velours. Ensuite, les écrans se sont allumés un à un montrant des images de Juliette et Grant souriant dans la lueur des moments volés. Leur rire résonna à travers les haut-parleurs d'abord innocents puis tordus de méchanceté. La vidéo s'est déplacée. Un enregistrement que j'avais capturé avec l'aide de Blake. La voix de Juliette faible conspiratrice. Travis ne soupçonne rien. Il le boira. Il le fait toujours. Réponse de Grant, suffisant et confiant. Et avec Silas à bord, la confiance est la nôtre. Nous allons le séparer. Les images scintillaient, sautant de la scène du suicide mise en scène. Mon verre de whisky, la note de forge à leur rire alors qu'ils célébraient ma mort. 8 minutes de vérité. 8 minutes d'entreconstruisant la potence qu'ils pensaient me pendait. Le silence par la suite était un vide qui tira tous les yeux vers les écrans, chaque respiration serrée sur 1000 coffres. Juliette Scream a craqué le sort. Elle griffe sur le collier en diamant, le sang s'écoulant de son visage. Les mains de Grant tâtèrent pour son téléphone, ses yeux écarquillés, ses lèvres façonnant des dénis que personne ne croyait. Silas, assis près de l'avant, a tourné un blanc fantomatique. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'est venu. Puis la pièce a éclaté. Voix, halètement, accusation. La police attendait. Je les ai basculés quelques minutes avant le début du gala. Ils se sont déplacés comme des loups dans un abattoir, chaque badge de l'âme. Grant a été le premier à se briser, sa voix haute et désespérée alors qu'il le menottait. La panique dans ses yeux un miroir de chaque mensonge qu'il avait raconté. Juliette trébucha, ses jambes se repliant sous elle, ses diamants une moquerie de l'amour qu'elle avait vendu. Silas s'est effondré, le poids de ses péchés trop lourd pour porter. Ma mère s'est évanouie sur sa chaise, la façade se brise finalement. Je me suis glissé avant le retour des lumières. L'air nocturne froid et tranchant contre ma peau. Le chaos derrière moi était un recam. Une dernière note dans la symphonie que j'avais composée. Chaque brique qu'ils avaient posée, chaque mensonge qu'ils avaient raconté, je les démantelais morceau par morceau. Ils pensaient qu'ils avaient écrit mon histoire, terminée avec un petit arc soigné. Mais j'étais l'architecte, et j'ai conçu chaque sortie, chaque effondrement, chaque fracture soigneusement calculée. Je m'éloignais de la gala avec rien d'autre qu'une satisfaction tranquille, et la connaissance que j'avais construit quelque chose d'incassable des cendres qu'ils m'avaient laissées. Les lumières de la ville ont brillé ci-dessous, un témoignage de toutes les structures que j'ai jamais faites, chaque plan que j'ai jamais suivi. Et maintenant, dans les ruines de leur trahison, je suis resté libre. Barcelone.
La ville avait toujours semblé être le rêve d'un artiste. La lumière du soleil sur la pierre, les ombres et les ruelles cachées. Un endroit où les histoires pouvaient commencer et se terminer en même temps. C'est là que Rohanval est né. Ou plutôt, où Travis Greer est mort pour de bon et un nouvel homme a pris sa place. Je me tenais devant le miroir dans un petit appartement niché dans le labyrinthe du quartier gothique. La saveur salée de la Méditerranée s'infiltre à travers la fenêtre fissurée. Le visage qui me regardait n'est pas Travis. La barbe avait disparu, les cheveux plus courts, quelques cicatrices stratégiques dessinées dans des endroits, seul quelqu'un avec ma précision le saurait. Les yeux étaient plus difficiles, mais ils portaient toujours les mêmes fantômes. J'ai pratiqué mon nouveau nom, ma nouvelle voix 1000 fois jusqu'à ce que l'ancienne se sente comme un souvenir que quelqu'un d'autre m'avait dit. Rohanval, architecte. Le nom se sentait à l'étranger au début, mais comme chaque plan, il s'est installé avec le temps. J'avais forgé tous les documents, certificat de naissance, diplôme, même une lettre de recommandation d'un ancien professeur qui me devait une faveur d'une dette que j'avais payée depuis longtemps. Le notaire local n'avait même pas cligné des yeux lorsque j'avais remis les papiers. Les gens ici ont vu ce qu'ils voulaient voir, et Rohanval était un homme avec un but et un plan. J'ai loué un petit espace de travail près de l'eau, je l'ai rempli de croquis de bâtiments que j'avais toujours voulu concevoir mais que je n'ai jamais eu le temps ou la liberté de construire. Centre communautaire, bibliothèque, complexe de logement qui ne piégeait pas les gens mais les libérant. C'était bien de travailler à nouveau avec mes mains pour tracer des lignes qui n'étaient pas construites sur la trahison et la tromperie. Pendant ce temps, Blake, maintenant Léoval, avait trouvé son propre refuge. Il avait toujours été celui qui avait besoin de la nature, le frisson. L'Argentine lui a adapté. L'écourisme, le kayak et un petit lodge niché contre les Andes. Il m'enverrait des photos de temps en temps, souriant avec des touristes, ses cheveux plus longtemps et sa barbe toujours indisciplinée. Parfois, j'enviais sa liberté, sa capacité à vivre si pleinement, même après tout. Mais alors, je me souviendrai que la liberté a été gagnée, pas donnée. Et le mien commençait à peine à se dérouler. Les nouvelles des retombées chez eux ont traversé l'Atlantique comme de la fumée. Juliette était enfermée dans une prison qui convenait au mieux. Un endroit où les miroirs ont montré le pire de qui elle était. Brand 2. Les enregistrements avaient été suffisants pour les couler tous les deux. Leur charme, leur manipulation se sont déshabillés devant les juges qui n'avaient aucune patience pour la trahison. Silas a subi un accident vasculaire cérébral un mois après le gala. Son empire s'effondre à chaque nouveau titre. Mes parents. Ils avaient joué leur jeu et perdu. Condamnés à la même prison qui avait été ma maison. L'entreprise a été démantelée, ses actifs figés ou réutilisés pour payer des dettes qu'ils avaient cachées au monde. Chaque fois que je lis les mises à jour, j'ai ressenti les échos de cette nuit au gala. Le moment où chaque secret s'est effondré et ils ont vu l'homme, ils ont essayé d'effacer s'élever des cendres de leur plan. Mais alors que le monde a évolué, je ne l'avais pas fait. Pas entièrement. Certaines nuits, je produisais dans les rues de Barcelone, le rythme des guitares de flamenco et des rires une bande sonore qui ne correspondait pas tout à fait au chaos dans mon esprit. Je passerais les cathédrales, les vieux murs romains, et je réfléchirais à la façon dont l'histoire s'est enterrée sous des couches de pierre et de temps. Je pense à la façon dont même les plus belles façades pourraient cacher la pourriture que personne n'a vue. Je me demandais si c'était ce que je deviendrais, un homme dont l'âme pourrissait sous un beau nouveau nom. Mais alors je me souviendrai du centre communautaire que j'avais conçu qui inaugurait dans un quartier oublié près du port. Je penserai aux familles qui y trouveraient un abri. Les enfants qui auraient un endroit pour apprendre et jouer, les vieillards qui s'asseyaient sur des bancs au soleil et parlaient des jours qui ne faisaient pas tellement mal. Et je me souviendrai que certaines structures valaient la peine de reconstruire. Un matin, je me tenais sur le chantier de construction, un terrain poussiéreux entouré par de vieux entrepôts et des murs tachés de graffiti, et j'ai regardé les premiers poutres se mettre en place. Le son du métal sur le métal était une musique que j'avais toujours compris. Je me suis présenté aux travailleurs en tant que Rohanval, l'architecte en charge. Ils ne connaissaient pas Travis Greer ou la nuit où j'ai disparu. Ils ne connaissaient pas Juliette ou Grant ou la façon dont mon monde avait été conçu pour s'effondrer sur moi. Tout ce qu'ils savaient, c'était que j'avais une vision et la compétence pour la rendre réelle. C'était suffisant. Plus tard dans la soirée, je me suis assis dans mon appartement et j'ai ouvert un fichier que j'avais gardé caché. Un coffre-fort numérique qui tenait les derniers restes de la vie que j'avais laissée. Vieille photo. Blake et moi comme des enfants. Maman souriant comme si le monde n'était pas encore devenu amer. Papa avec ses cheveux encore sombres.
nous tenant tous les deux dans un câlin nu qui semblait réel à l'époque. Je laisse les souvenirs me laver. Chacun un plan de l'homme que j'avais été et l'homme que je deviendrais. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais pas pleuré depuis des mois. Mais j'ai laissé la douleur s'installer dans ma poitrine. Le chagrin calme de connaître certaines structures ne pouvait pas être reconstruite. Mais je le savais aussi. Ils ont essayé d'effacer Blake et moi du monde. Ils ont essayé de construire un nouvel empire sur les os de la famille qu'ils ont détruite. Mais tout ce qu'ils avaient vraiment fait était d'effacer eux-mêmes. Chaque mensonge qu'ils ont dit, chaque secret qu'ils ont chuchoté, tout était parti maintenant, enterré sous le poids de sa propre cupidité. Je les avais regardés se déchirer, chacun griffant pour un morceau d'héritage qu'ils ne méritaient pas. Et à la fin, ce sont eux qui avaient disparu, ne laissant que des ombres dans un monde qui ne se souvenait même pas de leur nom. J'ai fermé le dossier et je me suis penché en arrière sur ma chaise, le bourdonnement de la ville dérivant par la fenêtre. Quelque part là-bas, Blake vivait sa propre vérité et je vivais la mienne. Deux hommes qui n'auraient pas dû survivre, construisant de nouvelles structures sur les ruines du passé. J'avais arrêté de courir. J'avais arrêté de me cacher. Rowan Val était maintenant l'architecte. Et cette fois, les plans étaient les miens et les miens seuls. Je n'ai pas simplement disparu de leur vie. J'ai laissé des rappels derrière. Rappels que chaque fois qu'ils essayaient d'oublier, chaque fois qu'ils essayaient de passer à autre chose, je serais là, une ombre dans le coin de leur esprit. La cellule de la prison de Juliette n'était que du béton et de l'acier à l'extérieur, mais à l'intérieur, il était fait des souvenirs que je laissais derrière. Chaque mois, comme un travail d'horlogerie, les gardes réorganisaient ses effets personnels, sa brosse à dents du mauvais côté de l'évier, ses draps pliés d'une manière que je aurais connue. Parfois, j'ai laissé une seule rose blanche sur son oreiller, un écho-moqueur de notre jour de mariage. Je l'ai regardé à travers les caméras que j'ai soudoyantes le directeur pour installer. J'ai regardé qu'elle se réveillait dans une sueur froide, serrant la rose comme si elle pourrait la poignarder. Elle criait parfois, et je me penchais en arrière sur ma chaise, un témoin silencieux des murs se rapprochant autour d'elle. Grant n'était pas meilleur. Ses gardes n'avaient aucune idée qu'il jouait un rôle dans mon design. Je les ai payés avec des promesses et des menaces, je me suis assuré qu'ils avaient laissé tomber les mots dans sa tête, des phrases seulement Blake et moi avons utilisées. Rappelez-vous la montagne, on chuchotait. Summit Twin 1989. Un autre dirait dans leur souffle alors qu'il lui tenait son repas. La panique dans ses yeux était un chef-d'œuvre. Il a commencé à écrire des lettres au directeur, au juge, à quiconque écouterait. Il est toujours là. Il griffonnait, son écriture tremblante. Il est vivant. Mais personne ne le croyait. C'était la beauté de celui-ci. J'ai transformé son esprit en labyrinthe sans sortie. Chaque pas qu'il faisait, chaque ombre qu'il a vue le ramena vers moi. Silas était un défi différent. Après le coup, son monde s'était rétréci d'un lit d'hôpital et d'une infirmière qui a essuyé la bave du menton. Mais même dans cet état fragile, je me suis assuré de me voir. Toutes les quelques semaines, une lettre est arrivée à son chevet, enveloppe blanche ordinaire, sans adresse de retour. À l'intérieur, juste 2 mots, tu te souviens de Blake? L'infirmière lui lisait, sa voix douce, ignorant la tempête de feu qu'elle éclairant à l'intérieur de son crâne. Ses yeux se prolongeraient dans la pièce, à la recherche de fantômes. Et à ce moment-là, j'avais gagné parce que même s'il ne pouvait pas parler, je ne pouvais même pas lever la tête, il savait. Il savait que l'architecte était toujours là-bas, celui qu'ils pensaient avoir tué, celui qu'ils avaient essayé d'enterrer. Et il savait que peu importe le nombre de pilules qu'ils lui ont données, peu importe le nombre de thérapeutes qu'ils ont embauchés, il n'échapperait jamais aux fondations que j'avais construites sous ses pieds. Parfois, je me demandais si cela me rendait cruel, si je devais devenir le monstre qu'ils m'ont toujours accusé d'être. Mais alors je penserais à cette nuit. La nuit Juliette avait versé mon verre, ses mains stables, son sourire serein. Je pense à la façon dont Grant avait pratiqué ma signature sur cette note de suicide. La façon dont Silas avait compté tous les dollars de la fiducie, sans se soucier de qui il a enterré pour l'obtenir. Je pense aux yeux froids de ma mère. La façon dont elle avait dit, c'est pour le meilleur, Travis. Tu n'étais jamais assez fort pour diriger. Et je sentirais la colère se lever en moi, nette et claire. Ils ont construit ce jeu. J'ai juste appris à jouer mieux qu'ils ne l'imaginaient. Je me suis déplacé dans des villes comme un fantôme, toujours une longueur d'avance. J'ai changé d'hôtel chaque semaine, j'ai changé de nom chaque mois. Parfois, j'étais Rowan Val, architecte. Parfois,
j'étais un consultant nommé David Hartley ou un entrepreneur nommé Mark Daniels. Les noms n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que je pouvais traverser le monde sans qu'il me voyait pendant qu'il me voyait encore dans chaque ombre. Mon réseau a grandi, un réseau d'informateurs et d'alliés qui me devaient des faveurs. Chaque fois que Juliette tentait de tendre la main à un avocat, je le savais. Chaque fois que les parents de Grant lui ont rendu visite dans cette salle de visite stérile, j'ai vu. Chaque fois que l'infirmière de Silas appelait ses enfants à les mettre à jour sur son état, j'ai entendu l'inquiétude dans leur voix. Et je savais qu'ils ne se feraient plus jamais confiance. C'était mon design parce que la confiance avait été la première chose qu'ils m'avaient volée. Et j'avais appris qu'une fois que vous l'avez craqué, vous ne pourriez jamais le reconstruire de la même manière. Il y avait des instants tard dans la nuit dans une chambre d'hôtel dans une ville que je n'ai jamais prévu de visiter. Quand je regardais le plafond et que je me demandais si j'allais trop loin, si l'homme que je deviendrais était quelqu'un que mon frère reconnaîtrait toujours. Blake avait toujours été le plus sauvage, le preneur de risques, celui qui sauterait en premier et découvrirait l'atterrissage plus tard. Mais il avait eu un cœur qui faisait trop facilement confiance, aimait trop férocement. Il avait cru en moi même quand personne d'autre ne l'a fait. Et je le laisserais tomber tant de fois. J'avais été stable, le planificateur, le fixateur. J'étais censé garder une sécurité et j'avais échoué. Maintenant, j'étais l'architecte de leur prison. Et parfois, je me demandais si cela m'a fait comme eux. Mais je me souviendrai du regard sur le visage de Juliette lorsque les écrans se sont allumés au gala. La façon dont la voix de Grant a craqué lorsque la police l'a emmené. La façon dont la main de Silas avait tremblé alors qu'il atteignit ce verre d'eau qu'il ne pouvait plus tenir. Et je savais que je n'étais pas eux parce que je n'avais pas commencé ça. Je ne l'avais terminé que. Une nuit, je me tenais devant les murs de la prison de Juliette, la lune jetant de longues ombres sur le sol. Je pouvais voir la légère lueur des lumières de sécurité, les silhouettes des gardes alors qu'ils faisaient leur tour. Je connaissais le calendrier par cœur, chaque changement, chaque angle de la caméra. Je n'étais pas là pour la briser ou pour la confronter. J'étais là pour me rappeler que j'avais gagné, que peu importe le nombre d'avocats qu'elle a embauchés, peu importe le nombre de larmes qu'elle a versées, elle n'échapperait jamais à la structure que j'avais construite autour d'elle. J'ai laissé un petit bouquet de roses blanches à la porte. Chacun a soigneusement organisé un message silencieux que j'étais toujours là, qu'elle serait toujours à moi pour hanter. Alors que je m'éloignais, je pensais à l'avenir, du genre d'homme que je voulais être maintenant que le jeu était terminé. J'avais passé si longtemps à les combattre, me prouvant que j'étais plus fort qu'ils ne l'avaient jamais cru. Mais maintenant qu'ils étaient partis, prisonniers de leur propre fabrication, je ne savais pas ce qui est venu ensuite. J'avais construit ma vie sur la vengeance, en s'assurant qu'ils n'ont jamais oublié l'homme qu'ils ont essayé d'effacer. Mais la fondation que j'avais posée a été construite sur des cendres. Et même un architecte sait que vous ne pouvez pas construire une maison sur les ruines. Peut-être qu'un jour je trouverai un endroit pour se reposer. Un endroit où je n'avais pas besoin de regarder par-dessus mon épaule. Où je pouvais faire confiance aux gens autour de moi, où je pouvais construire quelque chose qui n'était pas venu avec des secrets et des trahisons. Peut-être que je trouverai ça. Ou peut-être que je errerai pour toujours. Le fantôme qu'il m'avait fait. L'homme qui ne devrait pas exister. Mais pour l'instant, je le savais. Ils m'ont toujours vu dans chaque ombre et chaque murmure et chaque cauchemar qui les a secoués dans l'obscurité. Et cela suffisait parce que la structure que j'avais construite autour d'eux était plus forte que n'importe quelle prison. Et cela les tiendrait longtemps après mon départ. Alors que j'atteignais le bord de la propriété, la nuit était plus froide, le vent portant le péché de sel et de pierre. Je m'arrêtai, jetant un coup d'œil une dernière fois. Le monde de Juliette était une cage maintenant. Le monde de Grant était un mensonge. Le monde de Silas était un lit d'hôpital qu'il ne partirait jamais. Et mon monde, c'était la liberté. La liberté s'est construite sur une fondation qu'il ne pourrait jamais toucher. Je suis reparti avec une certitude calme. Parce que peu importe jusqu'où je suis allé, peu importe le nombre de noms que je portais, il me verrait toujours et il ne serait jamais libre. C'était l'architecture de la justice. C'était le design qu'il m'avait donné. Et je l'avais construit parfaitement. 5 ans plus tard, je me tenais à la coupe du ruban pour un centre communautaire qui ne ressemblait pas aux tours d'entreprise ou aux condos de luxe que j'ai conçus une fois. C'était un bâtiment modeste, toutes les lignes épurées et les espaces ouverts, avec des fenêtres qui accueillaient la lumière du soleil et les pièces qui avaient l'impression d'avoir grandi du sol lui-même. J'avais supervisé tous les détails,
des fondations versées sous un ciel d'avril brillant à la dernière couche de peinture qui sentait légèrement l'espoir. La presse locale s'était rassemblée, des caméras clignotant alors que le maire prononçait son discours. Ils m'ont appelé par mon nouveau nom, Rowan Val, l'architecte qui a consacré sa vie à reconstruire ce que les autres avaient brisé. J'ai souri et serré la main et les laissé voir un homme qui avait survécu, qui avait continué. Mais sous l'extérieur poli, j'ai senti chaque cicatrice, chaque fissure, chaque morceau du plan qui m'avait amené ici. Le centre a été construit sur les ruines de quelque chose d'autre, une usine abandonnée qui avait autrefois empoisonné l'air et laissé le sol noirci. C'était approprié, pensais-je, parce que j'ai construit ma vie de la même manière sur les cendres d'un passé qu'ils ont essayé d'effacer. Le gala les avait cassés. Le visage de Juliette pâlit sous les lumières de la prison. Grande cri en écho dans le palais de justice. Les larmes silencieuses de Silice dans ce lit d'hôpital. Mes parents avaient été emmenés dans des chaînes. Leur empire a réduit à une histoire édifiante. Et moi? J'ai été le fantôme dans leurs histoires. L'homme qu'ils n'avaient jamais tout à fait attrapé. Chaque fois qu'un garde murmurait « Summit-toi 1989 » dans les couloirs de la prison de Juliette. Chaque fois que Grande tressaillit au son de mon nom, j'avais été là à regarder, leur rappelant. Parce qu'ils pensaient qu'ils m'avaient tout pris. Mais ils m'avaient donné quelque chose de bien plus précieux. Le plan? Pour leur propre destruction. J'ai regardé la foule ce jour-là. Les familles qui trouveraient la sécurité ici. Les enfants qui construiraient des rêves dans les salles de classe que j'ai conçues. J'ai senti que quelque chose se déplaçait en moi, comme une porte que j'avais gardée verrouillée pendant trop longtemps, grinçait enfin. Je n'étais pas seulement l'homme qu'ils ont essayé d'enterrer. J'étais l'homme qui avait survécu, qui avait construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. La structure était à moi maintenant. Chaque poutre est verrouillée un témoignage de la résilience. Les caméras ont clignoté, les applaudissements se sont élevés, et un instant je me laisse croire en l'homme qu'ils ont vu. Rowan Val, l'architecte de l'espoir. Mais les ombres ne partent jamais vraiment. Même si la voix du maire s'estompait et que les ciseaux coulaient à travers le ruban rouge, j'ai senti le poids du passé comme un plan sous ma peau. Après la cérémonie, je me suis éloigné de la foule, j'ai trouvé un banc silencieux près de l'entrée. Le soleil a réchauffé mon visage, mais la brise portait le souvenir des nuits froides passées à se cacher, à courir, à reconstruire. J'ai tiré un cahier en cuir usé de ma poche, une relique de l'époque où les plans ont été gribouillés et les marges et les rêves étaient des choses fragiles. J'ai feuilleté des croquis de projets futurs, des jardins communautaires, des logements à faible revenu, le type de travail que j'avais autrefois rejeté comme trop petit pour avoir de l'importance. Mais j'ai appris que les plus petites fondations pourraient contenir la plus grande force. Mon téléphone buzz, un message de Blake, ou plutôt Léo maintenant, envoyé d'une auberge en Patagonie. Une photo de lui, brûlé par le soleil et souriant, entouré de touristes dans un ciel de montagne qui ressemblait à la liberté. J'ai souri, mon cœur se réchauffant à la vue. Il avait trouvé sa place dans le monde et j'avais trouvé le mien. Mais il y avait une dernière chose à faire. Un dernier acte pour terminer la structure que j'ai construite toutes ces années. Je me suis rendu à mon bureau, un espace modeste rempli de plans et de modèles, un endroit qui sentait la sueur et le café. J'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti le dernier fichier marqué Graire. À l'intérieur se trouvaient les enregistrements que j'avais sauvés, les preuves que j'avais utilisées pour les faire tomber. La voix de Juliette, le rire de Grant, les plans de Silas, tous soigneusement catalogués. Je les avais conservés comme assurance, un filet de sécurité au cas où le monde tenterait de m'effacer à nouveau. Mais je n'en avais plus besoin. La structure était complète. L'entreprise était partie. La succession s'est dissoute. La confiance dispersée comme de la poussière. Et le monde était passé à autre chose, laissant leur nom s'estomper dans l'ombre. J'ai retiré les fichiers du coffre-fort un par un et les ai alimentés dans le déchiqueteur. Les lames étaient finales, comme un mur scellé pour toujours. J'ai fermé le système de surveillance que j'avais continué à courir dans la prison de Juliette. Le flux audio qui avait chuchoté ses cauchemars dans mes oreilles. Chaque nuit, j'ai désactivé les codes des gardes, ceux que j'avais utilisés pour tourmenter la subvention et les Silas. J'ai fermé les comptes du brûleur que j'avais utilisés pour relancer leur argent, ceux qui les avaient tenus piégés dans leur propre toile Spidero. J'ai fermé chaque fichier, chaque flux, chaque plan. Pas du pardon. Cela ne viendrait jamais. Mais parce que la structure était complète, il ne restait plus rien à me prendre, il ne reste plus rien à utiliser, il ne reste plus rien à construire. J'avais gagné.
Et maintenant, il était temps de les laisser aux ruines qu'ils avaient créées. Je me dirigeais vers la fenêtre et regardais le centre communautaire, les familles se rassemblant dans la cour, les enfants chassant un ballon de football à travers la nouvelle herbe. J'ai pensé à la nuit que Juliette m'avait versé cette boisson. De la façon dont Grand avait souri en planifiant mes funérailles. J'ai pensé à la voix de Blake sur cet enregistrement, je ne suis pas mort et la façon dont il m'avait sauvé du sort qu'ils avaient écrit. J'ai pensé à chaque plan que j'ai jamais dessiné, toutes les structures que j'ai jamais construites. Et je savais que j'avais conçu cette fin aussi attentivement que n'importe quel bâtiment. Parce qu'un architecte ne se contente pas de construire des structures, il construit des héritages. Et c'était le mien. Une structure construite sur les cendres, mais incassable tout de même. Je me suis détourné de la fenêtre, mon reflet attrapant un instant dans le verre. Rowan Val m'a regardé. Un homme à forger dans le feu et la trahison, mais tempéré par la résilience. Un homme qui avait appris que parfois les murs les plus forts sont ceux que vous construisez autour de vous. Pas pour garder les autres à l'extérieur, mais pour rester debout. J'ai ramassé mon cahier, la dernière page toujours vide. Un nouveau design, peut-être un nouveau plan, car l'architecte n'arrête jamais de construire. Même dans les ruines, il y a toujours quelque chose de nouveau à créer. J'ai quitté le bureau, verrouillant la porte derrière moi. Le soleil se couchait, jetant de longues ombres de l'autre côté de la rue. Je suis parti sans regarder en arrière parce que le passé était derrière moi maintenant. La structure était complète et j'étais libre.